Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime la lecture, la famille, le rire, l'humour. Elle aime échanger. Elle aime la cuisine, la gourmandise. Elle aime marcher dans la nature. Elle aime le monde de l'enfance, les relations humaines, le calme aussi. Bonjour Pauline. Elle aime la famille, les relations, rire. Elle aime les chiffres, l'ordre. Elle aime construire de ses mains et elle aime les casse-têtes. Elle aime la solitude, le silence, réfléchir. Elle aime travailler et papoter avec son associée Pauline. Elle aime parler. Elle aime surtout parler de son métier. Bonjour Caroline. Alors ça tombe bien Caroline que tu aimes parler de ton métier parce que c'est l'objectif aujourd'hui avec ton associée Pauline de parler de ce que vous faites, un métier qui est atypique. Je pense que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent pas votre métier, qui est celui de médiatrice familiale. Alors est-ce que tu peux nous expliquer Caroline ce que c'est la médiation familiale ? Alors moi je dirais que la médiation familiale, c'est l'accompagnement des familles dans le conflit, dans la gestion et dans la résolution du conflit de la famille. C'est vrai qu'en médiation, on vient pour essentiellement traiter les conséquences du conflit. C'est la raison pour laquelle les gens viennent à nous. Mais nous, ils viennent résoudre le blocage. Mais nous, pour ça, en médiation, c'est la particularité de la médiation. On commence par identifier, comprendre, prévenir pour ensuite guérir le conflit. Voilà ma vision de la médiation. Et du coup, peut-être pour compléter, souvent on a tendance à associer la médiation à la négociation. Et en fait, la médiation, c'est un travail qui est plus en profondeur parce qu'il vient parler du lien, il vient parler des relations humaines. Et donc, du coup, notre approche pour régler ce conflit consiste préalablement à parler de qu'est-ce qui, dans ce lien, ne fonctionne pas et comment faire pour qu'il puisse fonctionner afin d'avancer ensemble. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on parle de la famille, ce lieu qu'on imagine béni, heureux, plein de joie et de félicité. Et là, vous parlez du conflit, et ça va rejoindre notre expérience à tous, c'est que dans nos familles, dans ces liens où est censé régner l'amour et la joie, il peut y avoir du conflit. Alors, dans quelle situation on voit apparaître ces conflits ? En tout cas, vous voyez ces conflits. Alors moi, peut-être petite précision déjà préalable, je pense qu'on parle de conflit, on peut parler de désaccord, de mauvaise entente, d'incompréhension. J'allais dire, tout n'est pas forcément un conflit ouvert et fort. C'est-à-dire que je pense ça débute par des malentendus, des incompréhensions qui peu à peu deviennent des désaccords et qui peuvent se transformer en conflit. Et c'est vraiment l'idée de la médiation, c'est de se dire, à chaque étape, la médiation peut être utile pour régler ces différends. C'est vrai que nous, finalement, les personnes, les familles qu'on rencontre, à 100%, ce sont des familles qui ont une communication qui est pas facile, pas hyper fluide. Et en fait, c'est ça le conflit qu'on rencontre. Nous, on voit finalement le blocage, tout ce que ça empêche. Et quand on fouille un peu en médiation, quand on fait parler les gens et qu'on entend un peu leur histoire, on voit que sans arrêt, systématiquement, le problème de cette famille, c'est une communication qui est difficile. D'autant que moi, je suis assez convaincue du fait que la bonne communication, c'est pas inné, c'est pas facile. Tout le monde a eu, même avec des mêmes parents, on n'a pas eu le même son de cloche, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu la même histoire. Et donc finalement, ce qu'on constate en médiation, c'est que les gens, ils ont besoin qu'on les réunisse, d'être réunis dans la même pièce, et ils ont besoin d'un tiers auquel ils vont raconter un peu leur vécu, leur histoire. Et c'est là que l'autre va pouvoir entendre ce vécu différent avec une même famille, un même parent, et bien personne n'a vécu la même chose. Et en fait, ils n'auront pas su communiquer correctement, se dire les choses, s'entendre en tout cas, et c'est la raison pour laquelle on a ces gens-là en face de nous. Donc, de manière hyper concrète, du coup, le profil des personnes qu'on rencontre, je dirais qu'il y a tant les couples, donc les couples qui font le choix de la séparation et du coup qu'on rencontre pour aménager la suite et faire en sorte que la suite soit une suite pérenne et dans un climat apaisé. Et puis on rencontre aussi beaucoup les familles. Donc nous, on s'occupe beaucoup de succession, donc de conflits familiaux, mais aussi de conflits autour d'indivisions. Donc c'est vraiment tout au long de la vie de la famille qu'on est amené à rencontrer les personnes. Quelle est la différence avec le travail d'un psychologue familial ou d'un thérapeute conjugal ? Qu'est-ce que vous apportez de plus ou de différent ?
déjà pour avoir pas mal réfléchi à cette question-là, parce qu'on peut se poser la question de l'intervention du thérapeute, par exemple, dans un couple qui fonctionne mal et qui prend la décision de la séparation. En fait, le médiateur, il est impartial. Et neutre. Donc impartial, ça veut dire qu'il est pour chacun. Donc il est vraiment en soutien de la parole de chacun, il ne prend pas parti, et c'est en ça que chacun peut se sentir soutenu et non jugé. Et je crois que c'est important pour travailler en confiance et pour pouvoir avancer. Il est neutre, ça veut dire qu'il ne vient pas amener sa solution, et je dirais je serais tentée de dire, contrairement à un thérapeute qui peut avoir une idée, une orientation, vers une solution, en médiation, on est ouvert à toutes les solutions, ce qui laisse du coup une très grande liberté et une certaine ouverture sur ce qui est possible de faire, et absolument sans jugement. La médiation, en plus de la thérapie, a quelque chose de très concret. C'est-à-dire que vraiment, l'objectif des personnes qui viennent en médiation, c'est de trouver concrètement, on est bloqué, on n'est pas d'accord pour la garde de nos enfants, on n'est pas d'accord pour avoir de l'appartement commun, on n'arrive pas à se sortir de cette indivision familiale, on a une maison en ruine, comment on fait pour payer les factures? Il y a quelque chose de très, très, très concret. Et c'est vraiment ces sujets-là qui font que les personnes viennent à nous. Et donc, l'objectif, je dirais, en médiation, c'est de sortir avec une solution sur ces questions-là très concrètes. Donc, il y a vraiment un volet très concret que, selon nous, il n'y a pas en thérapie, en plus, évidemment, du fait que nous ne sommes pas, formés à cet accompagnement-là. Il y a un vrai travail un peu en profondeur familiale, etc. En fait, on installe, par cet échange, un terrain propice à une discussion collaborative. Donc, on est assez convaincus du fait qu'il faut passer par se dire les choses, essayer d'expliquer la manière dont on a vécu les choses et ce qui fait que ça ne s'est pas bien passé, pour ensuite pouvoir collaborer ensemble. Mais il y a toujours cette deuxième phase de on collabore pour du très concret. Oui, c'est en cela que je trouve que c'est une proposition hyper intéressante que vous faites, parce que moi, je l'ai pu le remarquer, moi qui suis thérapeute de couple, c'est que beaucoup ne vont pas venir en thérapie quand ils ont déjà pris leur décision par peur que le thérapeute oriente les choses. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas orienté solution concrète et changement concret. On a comme objectif de retrouver de la connexion, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, si on est dans une situation conflictuelle où on sent vraiment que on n'a pas, le besoin n'est pas d'avoir mis de la connexion, le besoin de trouver une solution à une situation qui est douloureuse, ça peut être une proposition qui est plus accessible, qui semble plus faisable. Et puis, j'aime bien ce côté très, très concret qui peut nous aider à avancer à des moments un peu charnières dans nos vies. Donc ça, c'est déjà très interpellant dans ce que vous partagez. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de situations? On a parlé de la succession. En quoi une succession peut poser problème à un moment dans une famille? Je pose la question un peu naïvement. Je n'ai jamais connu moi personnellement, mais je me demande un petit peu en quoi les conflits, le problème de communication dont vous parliez peut ressurgir à ce moment-là. Alors, je vais donner un premier exemple parce qu'on y a réfléchi récemment à cette question-là. À la question des familles recomposées, c'est-à-dire on est dans le cadre du décès d'un parent qui a eu des enfants de différents mariages, donc déjà un potentiel sujet un peu latent de déséquilibre, d'injustice, etc. Et du coup, dans ces cas-là, c'est vrai que quand la personne décède et laisse derrière lui son conjoint, souvent du coup son deuxième conjoint, mais laisse aussi des enfants d'un premier lit, se pose la question de l'équilibre, de la justice, d'un éventuel déséquilibre, du temps passé avec le parent. Est-ce que finalement le conjoint m'a pas un peu pris le temps que j'aurais dû avoir avec mes parents? Est-ce que cet enfant qu'ils ont eu ensemble, il n'a pas eu plus que moi? Et donc du coup, on vient chercher dans ces solutions financières, dans le règlement de cette succession et la part qu'on va recevoir, on vient chercher souvent une réparation, une reconnaissance de ce dont on a manqué et de ce déséquilibre. Donc dans les successions, il y a vraiment ce besoin de remettre les choses à plat et d'être réparé pour ces blessures du passé. Et, j'ajouterais que nous, les sujets qu'on voit en succession, en médiation de manière générale et en particulier en succession, c'est que de toute façon, on a des personnes en face de nous qui vont devoir faire ensemble. C'est-à-dire qu'elles ont des sujets communs et elles sont incapables de traiter ça ensemble. Donc, on est obligé d'essayer de comprendre d'où vient cette difficulté, pourquoi on n'arrive pas à en faire ensemble, parce que finalement, la bonne manière d'en sortir, en tout cas de trouver une solution, ça va être ensemble. Donc, on essaye de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire ensemble. Donc, dans les successions, on replonge forcément dans l'enfance. Est-ce qu'il a déjà été possible de faire ensemble? Est-ce qu'il y a eu un lien? Est-ce qu'il n'y a
jamais eu de lien? Est-ce que voilà? Et puis la particularité des successions, c'est que le parent lien justement est décédé, et donc ça délie beaucoup les langues. On se permet de dire tout un tas de choses qu'on ne se permettait pas du vivant de son parent. On fait, comme disait Pauline, un peu les comptes. On se rend compte que finalement, moi j'ai beaucoup contribué et l'autre beaucoup moins, et qu'au final on a la même chose dans la poche. Il y a un certain nombre d'injustices qui se révèlent au jour du décès, et on a besoin de le dire. Alors ça, on ne le sait pas forcément, et je trouve que c'est ce qui est un peu fantastique dans notre métier, c'est que les personnes elles-mêmes ne se rendent pas forcément compte de ça, parce qu'elles vont arriver à nous en disant c'est juste un problème d'argent, de chiffres, etc. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est bien plus que ça. C'est j'ai besoin de le dire, j'ai besoin que tu m'entendes, j'ai besoin que tu me prennes en compte, et après on réfléchit ensemble à ça va être quoi la manière de vous prendre en compte. Donc voilà, donc, pour moi, tout le sujet, c'est vraiment comment on va pouvoir faire ensemble et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. Et du coup, pour donner le deuxième volet de ce qu'on traite, j'allais dire en matière de couple, lors de la séparation, on est confronté à plein de questions un peu habituelles qu'on connaît, qui est la question de la résidence des enfants, la question financière. J'ai envie de donner une illustration auquel on est souvent confronté, qui est la question du logement, c'est-à-dire il y a celui qui reste et celui qui part. Et c'est vrai que celui qui reste, souvent, on vient lui réclamer une certaine somme d'argent pour être resté, pour avoir habité les lieux. Et souvent, il est un peu choqué par le fait qu'on lui demande quelque chose comme ça, parce qu'il estime que s'il est resté, c'est parce qu'il n'avait pas envie de partir, qu'il n'avait pas envie de cette rupture, et qu'il paye doublement l'addition. Et donc, vraiment, l'idée de la médiation, c'est de pouvoir qu'on puisse donner une place au point de vue de chacun, que celui qui reste puisse dire à quel point il trouve ça injuste qu'en plus d'avoir subi cette séparation, on lui demande de l'argent pour être resté alors même qu'il n'en voulait pas, et que celui qui part puisse dire mais en fait moi je suis parti parce qu'il n'y avait plus d'autre solution et j'ai dû me reloger, ça m'a coûté, je me suis installée dans quelque chose qui est pas du tout la même surface, je me suis galérée au quotidien financièrement, et à ce titre-là ce n'est pas juste que j'ai pas le droit à une réparation pour ça. Donc il y a des sujets, il faut bien comprendre que dans tous les sujets financiers il y a toujours une dimension humaine, de justice, d'injustice et de réparation. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, que dans ces sujets-là, il y a un enjeu plus profond qu'il faut arriver à nommer. Et vous me faites penser, quand je vous écoute, à un métier qui serait entre le psy ou le thérapeute et le juge ou l'avocat. D'aller chez un avocat quand on est en situation de séparation, ça peut être très très violent, parce qu'un coup, on va être sur des choses extrêmement concrètes, matérielles, avec une bataille juridique qui va s'engager. Et j'ai même envie de dire presque d'expérience, ça peut amplifier les problèmes et les conflits dans cette période-là de transition. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi déjà observé ? Nous, on fait toujours le constat de ça, parce que les juges nous envoient des dossiers. Donc, on est amené à rencontrer les gens une fois qu'il y a eu l'assignation, qu'ils ont même échangé un certain nombre de documents. Donc, on voit un conflit déjà bien à vif. Et effectivement, on se dit toujours qu'il aurait été préférable qu'on rencontre les gens avant que le mal soit fait. Et souvent, quand on rencontre les gens avant et qu'ils sont tentés d'assigner, on leur dit mesurez bien là où dans quel engrenage vous mettez le doigt, parce que c'est vraiment un combat dos à dos. C'est-à-dire, on n'est plus dans une collaboration, on n'est plus dans une solution intelligente où on va se prendre en compte mutuellement, mais on est dans un combat où l'idée est de tuer l'autre pour en sortir. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est hyper différent. Après, moi, ce que je constate aussi, c'est que, on le constate dans nos médiations, c'est que tout le monde n'est pas en mesure de venir en médiation. Il y a une certaine capacité, une certaine souplesse à avoir, une capacité à se remettre en question, à prendre en compte l'autre, à se sentir co-responsable de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en disant « tu es 100% fautif », et à ce titre-là, je ne peux pas faire d'effort. Et c'est vrai qu'en médiation, on leur dit, mais dans tout lien, on est toujours co-responsable. Et c'est parce que vous avez conscience de votre responsabilité que vous serez prêt à faire des efforts. Donc je crois que ça, c'est un peu une des conditions pour venir en médiation, c'est cette capacité à se remettre en question et à mesurer le fait qu'on est tous dans le même bateau, parce qu'ensemble, on a tiré très fort sur la corde et qu'on en est arrivé là. On travaille en médiation énormément avec les avocats, parce que nous, médiateurs, on ne peut pas être conseil. C'est vraiment contre-productif, parce que d'être conseil, c'est nécessairement de faire un choix. De faire un choix, c'est, dans la plupart des cas, en perdre un sur la route. Donc du coup, nous, on est là pour faire en sorte qu'ils puissent s'entendre, qu'ils puissent avancer ensemble, mais on n'est pas là pour les conseiller. Et s'ils ont besoin de conseils, alors ils auront besoin de leurs avocats. Et s'ils ont besoin d'être accompagnés plus personnellement, alors ils auront besoin de leur thérapeute. Mais dans ces périodes difficiles, des épreuves qu'on peut vivre dans sa vie personnelle, familiale, si on va directement dans le juridique, c'est-à-dire ça peut être très très long.
Et le temps peut être aussi une épreuve en soi, quoi. Quand ça met du temps, que des séparations traînent et traînent, des successions traînent, ça abîme les cœurs, ça abîme les liens. Est-ce que l'avantage d'aller en médiation, c'est un gain de temps? Je ne sais pas, c'est ce qui me vient comme ça, mais est-ce que vous confirmez? Alors ça nous inspire beaucoup, effectivement, cette question-là. En fait, c'est un gain de tout un tas de choses, beaucoup de choses. Alors c'est évidemment un gain de temps, c'est un gain, en justice, nous ce qu'on constate, c'est que toutes les personnes qu'on a en face de nous, elles ne trouveront pas leur réponse en justice. C'est-à-dire que le juge, c'est un juriste qui va traiter le sujet en droit, et dans 99,9% des familles qu'on rencontre, ça n'est pas un sujet de droit. Donc évidemment que le juge va être compétent sur tout un tas de sujets, mais quand il s'agit de la relation familiale, du sentiment d'injustice, le juge, il ne vous réparera pas de ça. Et donc, c'est ce qui fait que les procédures sont si longues et si cruelles, c'est que quand le juge rend sa décision donc en droit, on trouve ça écœurant, tellement écœurant et inacceptable que ça ne sera pas applicable, et on retourne en procédure. Et finalement, c'est un peu sans fin. Et la procédure, nous, ce qu'on voit beaucoup, parce qu'effectivement, on travaille pas mal avec les juges, et on voit des personnes qui ont déjà pas mal éprouvé la procédure, on voit ça use, ça fatigue, ça nuit à la santé, ça nuit au sommeil et ça tue. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des gens vraiment qui sont épuisés et donc qui finalement viennent en médiation prêts à faire des efforts tellement ils n'en peuvent plus, alors que si on les avait vus des années avant, ils auraient fait des efforts qui leur auraient épargné ça. Donc, c'est vrai qu'on gagne énormément de choses à éviter une procédure. Elle a évidemment beaucoup de sens pour toutes les questions juridiques qui sont éventuellement à régler, mais au fond, toutes ces questions familiales et humaines, elles n'ont pas tellement leur place en procédure. Voilà. On dit souvent que la médiation, c'est un gain de temps, un temps par rapport à la longueur de la procédure, un gain d'argent, parce que ça a un coût, la procédure, et qu'on ne peut pas l'ignorer. Souvent même que les gens se battent pour un montant inférieur à ce que ça leur a coûté leur procédure. Et puis, nous, on voit des gens qui sont extrêmement abîmés, et une fois que la relation est entamée et abîmée dans le cadre de la procédure, c'est extrêmement compliqué d'envisager la renaissance de cette relation, ou en tout cas le maintien d'un certain lien. Donc, il faut avoir conscience qu'en partant en procédure, c'est un peu l'éclatement de ce lien. Et nous, on rencontre des gens qui, après des années de procédure, donc là, j'allais dire, il n'y a plus de lien, mais ça a des conséquences même sur les générations du dessous. Et les gens viennent en médiation dans une idée parfois, pas de rétablir le lien entre les frères et sœurs, mais d'épargner les générations du en dessous et de leur dire, ces cousins-là, ils ont une bonne relation, ils ont grandi ensemble dans la même maison de famille, etc. Et quelque part, on a envie de les épargner eux. Donc on ne le fait pas forcément pour nous, mais on le fait pour nos familles, en fait, je pense aussi. Heureusement que vous existez alors. Ça fait trop du bien de vous entendre, de dire il y a des solutions, il y a vraiment une proposition qui est nouvelle, qui est intéressante. Je dis nouvelle parce que est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un métier assez nouveau, et est-ce que vous pouvez juste me partager votre parcours, comment vous êtes arrivée à gérer les conflits, à accompagner les conflits toute la journée? Caroline, comment t'en es venue à faire ce métier? Alors effectivement, je pense qu'on peut parler d'une profession assez nouvelle, puisqu'elle est née dans les années 90. Donc c'est quand même assez récent. Alors en fait, moi, mon histoire, mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'avec Pauline, on a la même histoire professionnelle. C'est que je me suis formée en droit, je me suis spécialisée en droit notarial, et je suis maintenant diplômée notaire. Et j'ai travaillé dans le notariat pendant plus de 10 ans, uniquement en droit de la famille, dans les services de droit de la famille, parce que c'est ce qui m'a toujours passionnée. Et puis, dans le notariat, j'ai éprouvé le besoin de me former à quelque chose de plus humain. J'ai constaté, en faisant beaucoup de successions notamment, que finalement, la réponse très juridique du notaire n'était pas forcément adaptée, parfois un peu hors sujet, face à ces familles qui visiblement aspiraient à autre chose. Donc, je me suis formée à la médiation, probablement en considérant que ça pouvait être une corde de plus à mon arc dans le notariat. Et en me formant éclair de génie, je me suis dit, mais non, en fait, c'est la médiation dans laquelle je vais aller. Et donc, je me suis spécialisée dans la médiation. Je suis restée dans la médiation, j'ai quitté le notariat. Et aujourd'hui, je travaille avec Pauline à développer une médiation familiale, peut-être plus patrimoniale, du fait de nos compétences passées dans le notariat. Donc, les sujets financiers, parce qu'on trouve ça, moi, je trouve ça passionnant. On voit bien que les sujets financiers sont tous financiers. Donc, voilà mon histoire. Moi, je dirais en complément, je me suis formée, j'étais comme toi confrontée au conflit dans le notariat avec une réponse qui me semblait absolument pas satisfaisante pour les personnes. Réponse étant de dire, si vous n'êtes pas d'accord, ce que je vous propose, c'est de laisser un peu les choses se tasser et puis revoyons-nous dans quelques mois.
ou leur dire si vous n'êtes pas d'accord, prenez un avocat. Donc pour moi, il manquait dans notre palette d'options quelque chose de peut-être de plus amiable. Et donc je me suis formée à la médiation. Et une fois que je me suis formée à la médiation, je pense que tout mène à ça. J'ai rencontré une juge qui nous a dit, mais en fait, nous, on constate dans notre pratique que la réponse judiciaire qu'on apporte n'est pas... on ne répond pas à la question que viennent de nous poser les gens, donc on veut leur proposer autre chose lorsque les gens assignent. Et donc, on aurait besoin de la médiation et que vous puissiez proposer vos services. Donc, j'allais dire, j'ai créé, et Caroline m'a rejointe, cette médiation patrimoniale à la demande des juges qui avaient ce besoin-là sans avoir de choses à proposer aux personnes. Et donc, ça s'est créé tout d'abord à Nanterre au tribunal. Voilà, donc j'allais dire, on est venu répondre à un besoin et à une place qui n'était pas prise, où il n'y avait pas d'offre qui était faite à ce sujet-là. Alors, c'est quand même particulier d'avoir un métier qui porte sur le conflit. J'avais envie de vous poser comme question, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre dans le travail que vous faites au quotidien ? Alors moi, je serais tentée de dire qu'il n'y a rien qui me semble difficile à vivre. Et je pense que je vois ça peut-être un peu autrement. Je me dis, les gens viennent nous voir pour essayer de se sortir de ce conflit. C'est-à-dire qu'on vit dans leur conflit avec l'idée d'en sortir. Donc il y a vraiment quelque chose de positif et de lumineux au bout du chemin. Et on tend vers ça, vers cette lumière. Donc je dirais qu'on vit avec l'espoir et la foi pour eux. Et on les soutient et on les accompagne vers cette sortie du conflit. Donc je trouve que ça nous porte même nous de voir les gens s'en sortir. Alors moi, je ne suis pas du tout étonnée de ta question parce que c'est effectivement des choses qu'on nous dit à chaque fois lors de dîners d'amis, mais ça doit être horrible de n'évoluer que dans le conflit. Et effectivement, moi je rejoins Pauline, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que, alors je pense qu'on est l'une et l'autre assez positives, ça aide à faire ce métier. Je pense qu'on a l'une et l'autre une importante faculté à mettre à distance, etc. Il nous aura fallu 2 ans et demi de formation à la médiation et retourner à la fac et apprendre le métier de la médiation pour arriver à ça, à avoir ce qu'on appelle la posture de médiateur. Ça veut dire réussir à ne pas se faire submerger par tout ce qu'on entend. Mais c'est vrai que moi, l'impression que j'ai à la fin de ma journée, c'est super, il y avait un nœud, on a réussi à les faire avancer. Potentiellement, il n'est pas encore dénoué, mais on les a fait bouger. Je trouve que c'est toujours très positif. Alors voilà, et j'ai pas l'impression d'être au milieu des turbulences en permanence. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je sors de ma journée. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on travaille en comédiation. Donc on est 2 et on reçoit les personnes toujours ensemble en rendez-vous. En tout cas, les rendez-vous collectifs quand on réunit toute la famille ensemble ou même les couples ensemble. Et je pense que le fait d'être à 2 têtes, ça nous permet de garder aussi une juste distance par rapport aux personnes parce qu'on n'est pas embarqué par eux, on reste une équipe solide. Et je pense que ça aide même post-rendez-vous, quand les rendez-vous sont plus ou moins violents, etc. Ça nous aide à pouvoir débriefer après et ne pas se laisser embarquer dans leur conflit, etc. Donc je pense que la comédiation aide aussi à ça, à garder une juste distance par rapport à ce que vivent les personnes. Alors c'est très touchant parce que votre message est plein d'espérance. Des conflits existent, on l'a compris. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites beaucoup autour de la question financière, de l'argent, qui est quand même un énorme tabou pour beaucoup d'entre nous et qui peut revenir. Et puis vous arrivez, vous dites qu'on peut résoudre ces conflits, on peut en sortir. Comment on sort d'un conflit ? Alors, vous n'allez pas nous expliquer toutes vos techniques, mais quand même un peu des petites pistes. Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un conflit ? Parce que quand on est dedans, on a quand même cette impression que jamais on en sortira. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre expérience d'être en conflit avec certains membres de votre famille ou avec un conjoint et dire « mais je pense que c'est terminé. En fait, ce n'est plus possible. » Comment on sort d'un conflit ? Déjà, sur la question de l'argent, effectivement, en fait, nous, on parle beaucoup d'argent parce qu'on est amené à beaucoup entendre les personnes sur ces questions financières qui, finalement, le lien est toujours là parce qu'on a cette dépendance ou ce lien financier, etc. Donc, nous, on parle beaucoup de ça avec nos clients. Et en fait, le constat qu'on fait, pourquoi on parle beaucoup d'argent, c'est que quand il y a eu un sentiment d'injustice, une blessure, un traumatisme et un dédommagement attendu, eh bien, on n'a pas trouvé d'autre moyen que d'être dédommagé par de l'argent. Et donc, très souvent, c'est comme ça, c'est par ça qu'on passe pour... voilà. Alors après, nous, on est là pour effectivement les accompagner, réfléchir à d'autres options. Peut-être qu'il n'y a pas que ce dédommagement-là qui peut être envisagé, mais c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup d'argent, il faut être honnête. Après, pour sortir du conflit, moi, je dirais qu'il y a un peu 2 volets pour sortir du conflit. Il faut en être capable et le vouloir soi-même.
C'est-à-dire que, et ça c'est une vraie réflexion, un vrai travail très préparatoire, nous on a besoin d'avoir avec nous des familles dans lesquelles chacun des membres a la motivation pour en sortir, etc. Donc on fait toujours un travail préalable, on appelle ça les entretiens individuels préalables, avec chacun pour que chacun prenne sa part de responsabilité, que chacun apprécie sa motivation et la souplesse dont il va être capable. Donc il y a un préalable, il faut déjà le vouloir, il faut se donner les moyens, il faut ça fonctionne pas quand on attend tout de l'autre. Donc avoir conscience du fait qu'il va falloir que soi-même on apporte sa pierre à l'édifice. Et puis le deuxième volet, c'est effectivement sortir du conflit avec l'autre. Donc ça c'est le gros du travail de médiation, avec comme peut-être comme petit bémol, le fait qu'en médiation, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas une solution à atteindre. En médiation, on sort du conflit, on arrête le conflit. Après, pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on maintient le lien. Ça ne veut pas forcément dire qu'on restaure le lien. C'est-à-dire que les couples qu'on voit en conflit, il y en a, je ne pense pas un qui est reparti et qui a réservé une table au resto. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas, mais de se mettre d'accord sur, OK, on communique même le minimum, mais on est d'accord avec ça, en fait, et ça convient à tout le monde. Donc la restauration du lien, je dirais, qui convient à tout le monde et qui ne sera pas forcément un lien comme celui qu'ils avaient ensemble dans le passé. Moi, j'ai ajouté comme petit complément au fait effectivement, de cette volonté commune de sortir du conflit, parce qu'il y a des gens qui s'en nourrissent et des gens qui, se complaisent là-dedans et pour qui c'est un peu le sujet de leur vie. Donc nous, on le constate, et c'est vrai que ces gens-là, on leur dit, on s'autorise en médiation à dire, en fait, vous ne semblez pas répondre aux conditions de la médiation, et c'est l'intérêt de ces entretiens individuels, c'est de pouvoir apprécier la capacité des personnes à bouger et à être dans cette démarche positive pour sortir du conflit. Et en complément, je pense que pour sortir du conflit, enfin en tout cas pour les accompagner là-dedans, on donne une place à chacun. Et c'est vrai qu'on constate que ces relations qui sont plus ou moins bonnes, qui sont plus ou moins toxiques, les places, il n'y a pas toujours un équilibre en fait. Et il y a celui qui crie plus fort que l'autre, il y a celui qui se tait, qui dans le silence finalement bloque, etc. Et donc l'idée de la médiation, c'est de se dire on va se réunir et chacun aura sa place et sera entendu, et sera compris. Et c'est parce que chacun retrouve sa place et une place équilibrée que la discussion peut et en tout cas l'échange peut être restauré. Vous insistez beaucoup sur la motivation de sortir du conflit. Et comment est-ce que parfois on peut s'accommoder d'une certaine façon d'être en conflit avec un membre de sa famille? Quand je dis accommoder, c'est que on n'en a pas vraiment conscience, mais qu'on y trouve d'une certaine façon un intérêt, et donc on n'en sort pas. On a ce statut victimaire de dire que c'est l'autre qui est un affreux, qui est un méchant, qui nous a fait souffrir toute notre vie. Et on peut rester comme ça pendant des années et ne pas avoir le désir de sortir du conflit. Oui, alors on le voit beaucoup. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir envie de sortir du conflit. J'en identifierai deux. Le premier, c'est évidemment que le conflit, même si il est hyper pénible, mais c'est un lien qui perdure. Donc évidemment que c'est une façon de avoir des contacts, échanger, être sûr que l'autre ne nous oublie pas. Les 72 SMS, c'est une façon, ils seront forcément lus. Donc on existe dans la vie de l'autre, on n'a pas complètement tiré un trait, il sera obligé de me demander quand même des comptes, etc. Donc c'est un lien qui perdure. Voilà. Et puis la deuxième raison pour lesquelles on peut être amené à s'installer finalement dans le conflit, c'est que souvent, ne sachant pas, c'est mieux que pire en fait. Restons comme ça parce que je risque tellement gros à sortir du conflit, je risque de renoncer à tellement de choses que, écoute, mieux vaut cette situation-là, un peu bancale, mais conflictuelle, mais au moins, j'ai pas eu à sacrifier des choses. Et puis moi j'allais dire en complément, je pense que le conflit c'est une façon d'exprimer ce qu'on a à dire, sa colère, sa rage, sa haine, sa déception, sa tristesse. Et donc c'est une manière de communiquer le conflit. Donc je pense tant que c'est quelque chose qui n'est pas apaisé ou qu'on n'a pas envie de changer de fonctionnement, c'est ça qui fait qu'on arrive à vivre avec. Alors je pense qu'on a plus ou moins des personnalités pour vivre avec ce conflit, mais je pense que le conflit pour certaines personnes est vivable et c'est un mode d'expression. Franchement, on pourrait vous écouter des heures. C'est passionnant ce que vous partagez. J'aime bien qu'on puisse parler du conflit dans la relation, parce que je pense qu'on a tous déjà vécu cette expérience d'une façon ou d'une autre. S'il y avait une chose que vous auriez voulu entendre dans votre propre vie ou transmettre, ce serait laquelle par rapport au sujet que vous abordez aujourd'hui ? Alors moi, je dirais que ce
ce qui m'a révolutionné dans la médiation, c'est que j'ai appris à prendre conscience qu'on peut avoir un point de vue différent, une vision différente, et qu'on devait composer avec les visions de chacun, et qu'il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas une bonne manière de voir les choses. Je pense que c'était très personnel à chacun, on regarde avec son regard, on regarde de sa vie passée, etc. Et donc moi, ce que j'ai appris dans la médiation, c'est à dire « je comprends ». Ce qui ne veut pas dire « je suis d'accord avec toi », mais « je comprends » et je vais te prendre en considération pour pouvoir avancer ensemble. Je crois que c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre comme message en médiation, c'est de dire chacun a sa place, chacun a le droit de vivre et de réagir de la manière dont il réagit. En tout cas, en médiation, on a le droit de penser ce qu'on pense, avec toujours l'idée de se dire mais il va falloir qu'on compose ensemble et donc je vais te prendre en considération dans cette solution et je vais faire avec toi. Cette distinction que tu fais entre « je comprends » et « je suis d'accord », est-ce que tu peux réexpliquer comment tu vois la différence ? Je comprends, ça veut dire j'ai écouté ce que tu avais à me dire, j'ai compris comment tu as vécu les choses, je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas forcément d'accord parce que moi je ne l'ai pas vécu de la même manière, mais en tout cas, cette différence et cette altérité, je fais avec, elle existe en fait. Et donc du coup, on a chacun le droit d'être différent et de penser différemment, et ça a autant de place pour l'un que pour l'autre. Il y a vraiment l'idée d'accueillir l'autre dans sa différence. La médiation, c'est vraiment, on a tous notre propre singularité, donc ce qui nécessite une certaine ouverture d'esprit, c'est évident. Alors, dire « je suis d'accord », ça voudrait dire « je suis d'accord avec ce que tu dis », ce qui est difficile dans cette période de conflit. L'idée, c'est de tendre vers cet accord, donc de dire « je suis d'accord », ce ne sera pas l'accord idéal, mais ce sera notre accord, ce qui nous permettra d'en sortir. Et ça, cette paix-là, à mon sens, elle n'a pas de prix. Voilà, mais je suis d'accord, pour moi, ce serait le danger de dire « je suis d'accord », en tout cas dans ces relations-là, c'est de s'écraser en disant « je suis d'accord avec toi », alors que de dire « je comprends », c'est « je te prends en considération, mais moi aussi je peux exister et penser différemment ». J'ai noté, mon mot préféré, c'est le mot partage. Et c'est vrai que de me former et de pratiquer la médiation, ça m'a permis vraiment de comprendre l'intérêt du partage. C'est-à-dire partager dans tous les sens du terme, dire les choses, apprendre à dire les choses. On ne peut pas espérer être entendu si on ne les dit pas. Et ça, c'est vraiment la morale de l'histoire, selon moi. C'est que tout dans la vie est question de partage. Une bonne communication, c'est une question de partage. Si on ne partage pas, c'est la place à tout un tas d'interprétations, d'incompréhensions, mais j'ai pensé que, etc. Mais non, c'est pas ça. Et ben, tu aurais dû me le dire. Donc, du coup, peut-être mal, mais il faut le dire. Et puis après, savoir communiquer ensemble, ça veut dire savoir parler pour soi, éviter d'être dans l'accusation pour pouvoir être entendu. Voilà. Mais vraiment, le partage, je pense que c'est la clé d'une bonne communication. Et c'est ce que j'ai appris en médiation. Et alors, c'est amusant parce qu'il y a 2 jours, je suis tombée sur une petite citation, moi je trouve qu'il illustre très bien notre spirit de la médiation, qui disait « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes ». Et je crois que c'est essentiel, je pense, parce que c'est vraiment notre démarche de médiation, c'est de dire voilà, chacun a ses yeux, son vécu, son histoire, qui fait qu'on regarde les choses éclairées par ça. Et ce qui fait que je comprends que l'autre ne puisse pas forcément le comprendre, ne puisse pas comprendre toutes ces subtilités. Et la médiation, c'est venir dire les choses. C'est-à-dire venir exprimer, dire les choses pour que l'autre puisse nous comprendre et nous prendre en considération. Après, s'il ne l'est pas en mesure, au moins on aura fait ce travail-là d'expliquer son point de vue. Tout l'intérêt du médiateur, c'est que personne totalement extérieure, totalement neutre, n'ayant absolument pas vécu ces histoires-là, on prend un peu de hauteur et on a la possibilité de poser des questions à ces personnes qui vont donc nous raconter leur vie avec leurs mots, entendu par l'autre qui sera présent dans la pièce. Et donc finalement, notre présence permet cet échange de raconter son histoire sans se sentir jugé en toute objectivité. Et c'est comme ça qu'on dit installer une nouvelle manière de communiquer en médiation. C'est-à-dire que s'ils s'adressent l'un à l'autre, il y a des choses qui ne seront pas dites parce qu'on considère que l'autre les sait, on ne va pas les redire pour la 50e fois, mais en fait, en nous racontant à nous, eh bien, ça veut dire redire tout ça, le redire différemment, et nous, on s'assure d'avoir bien compris, etc. Voilà l'idée. Dernier petit complément, je dirais que notre rôle de médiateur, en étant comme ça, avec ce regard totalement nouveau, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire c'est une nouvelle chance qu'on se donne pour en sortir, parce que là, de nouveau, on remet les choses à plat, et je pense que, précision supplémentaire, c'est vrai que quand on est dans le conflit, on a tendance à se dire mais la présence de l'autre est insupportable, et il est évident que la médiation, ça veut dire se réunir, ça veut dire échanger, donc ça veut dire on est tous dans la même pièce, et ça demande un effort considérable. Nous, on a des gens qui arrivent, qui ne sont pas vus depuis 10 ans, et qui sont là dans la salle d'attente à attendre, et on se dit mais quel courage, ça leur demande déjà, même avant de rentrer dans la pièce, d'être là l'un à côté de l'autre quand on ne se parle plus, mais en fait, il y a vraiment un vrai effet un peu thérapeutique là-dedans, dans le fait de pouvoir s'exprimer
sans être coupé, sans être jugé, en tout cas avec le regard de ce professionnel non jugeant, pouvoir parler de son vécu en étant pour une fois entendu de l'autre, sans que l'autre nous coupe, sans qu'on nous traite de menteur, etc. C'est extrêmement, je pense que ça a un vrai effet un peu de catharsis en fait. Enfin, moi, je trouve que l'idée de la médiation, de manière générale, c'est de faire prendre conscience aux gens que c'est eux, en fait, la fin du conflit. C'est eux, c'est finalement leur responsabilité. Voilà. Donc, nous, on est des aidantes. On va les aider, les accompagner. Mais finalement, sans eux, on n'y arrive pas. Sans eux motivés, ils n'y arriveront pas. Et la meilleure des solutions, ça sera celle qu'ils vont avoir trouvée ensemble. Et c'est vrai que c'est généralement hyper satisfaisant et que c'est extrêmement apaisant. Donc, ça explique aussi la raison pour laquelle, grâce à la médiation, on peut sortir du conflit. On est beaucoup plus apaisé. Voilà. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner différentes situations de vie dans lesquelles la médiation pourrait être une bonne aide? J'ai même envie de vous demander, par exemple, dans des situations où il y a eu des agressions sexuelles, des abus sexuels dans les familles, est-ce que vous vous en occupez ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on nous encourage à aller très vite dans le juridique, alors que, après vous avoir écouté, je me dis, mais la médiation pourrait être une très belle porte aussi. On a parlé de succession, de divorce. Est-ce qu'on peut juste énumérer les différentes situations? Alors, je rebondis sur la question des agressions sexuelles et des viols parce que c'est vrai qu'on a traité ça en médiation et on a découvert, même nous-mêmes, on en a fait l'expérience, c'est-à-dire qu'on était au départ un peu frileuse et on s'est rendu compte des effets positifs que ça pouvait avoir. Alors, il est évident qu'on réunit dans la même pièce l'agresseur et l'agressé, mais avec l'idée d'un pied d'égalité aussi. On est plus dans c'est vrai que dans le judiciaire il y a le côté totalement accusatoire qui fait que finalement l'agresseur on lui donne pas la place à la parole d'expliquer un peu la manière dont s'est passé les choses, le contexte, etc. Et c'est la possibilité aussi pour celui qui est agressé de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'autre, tout ça dans un climat apaisé. On n'est pas dans un interrogatoire, etc. Il amène ce qu'il a envie d'amener et nous en soutien de ça, et tout ça en toute sécurité parce qu'on est dans un lieu sécurisé où on est extrêmement vigilant à ce qui peut se dire, ce qui peut être, de la manière dont les choses peuvent se dérouler. Donc j'allais dire, ça a vraiment un sens parce que quand ces agressions ont lieu, ça a souvent lieu dans les familles, ça permet aussi peut-être d'éviter l'éclatement de la famille et peut-être de les traiter un peu d'une manière un peu différente pour donner une chance de survie aux familles. Oui, j'amenais cette situation parce que j'ai pu la voir aussi en consultation, donc, comme tu le disais très justement, Pauline, la plupart des abus sexuels se vivent aussi en famille, il faut le dire, c'est une triste réalité. Et les parents ou les frères et sœurs peuvent être aussi directement ou indirectement touchés. Les parents se sentent souvent très démunis et c'est en cela que je me disais que ça pouvait être aussi une solution, comme vous l'expliquez très bien, simplement de compréhension et pour ramener aussi du lien dans une famille sans rentrer dans quelque chose de soit de juridique à trouver un coupable et une victime ou de thérapeutique qui est vraiment sur la réparation de la blessure qui est encore un autre travail. Est-ce que vous pouvez revenir encore sur les situations de vie que vous accompagnez? Alors, moi j'ai dit pour les situations, en fait, nous en médiation, lors du premier rendez-vous, on fait une grande frise chronologique où on leur dit de réfléchir à l'origine du conflit. Et pour moi, cette frise chronologique, ça peut répondre à ta question, c'est-à-dire à quel moment on peut être amené à être confronté à ce conflit-là. Et quand on fait ça dans le cadre de succession, on se rend compte que les difficultés sont... Alors, ça peut être dans l'enfance, voilà, mais souvent, c'est des moments un peu charnières, c'est-à-dire une transmission et du coup, un partage, et on choisit de donner à l'un quelque chose et à l'autre autre chose sans qu'on les consulte vraiment. Ça peut être un moment où les parents commencent à avoir une santé qui se dégrade, et donc la question de la capacité et de l'incapacité, doit-on les mettre sous tutelle? C'est des discussions compliquées. Doit-on les mettre en maison de retraite? Voilà, la maison de retraite, c'est une sacrée question. Est-ce qu'on laisse les parents chez eux? Ont-ils les moyens? Pas les moyens. Et si ce sont les moyens, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'on est capable de s'investir? À quelle mesure on est prêt à s'investir, etc. Donc je vais dire, tout ce moment de fin de vie sont des moments clés où, j'allais dire, les choses se dégradent vite et on est proche de la fin, et donc du coup les gens arrivent en n'ayant pas digéré ces dernières années où on s'est plus ou moins investi de la même manière, etc. Et en matière, je vais dire, de séparation, de la même manière, quand on réfléchit à l'origine du conflit, très souvent il y a beaucoup de couples qui nous disent on n'a jamais bien communiqué, donc on se choisit tout en ne se comprenant pas ou en communiquant mal. Alors ça, c'est un peu les limites, mais c'est souvent l'arrivée d'un enfant qui est un sujet dont on ne discute pas parce que moment extrêmement dense et finalement on s'éloigne.
du présence des parents et des familles, des uns et des autres, quelle place on est prêt à leur donner, est-ce qu'on a chacun la même vision de la famille et de la place qu'on donne à nos familles. Donc ça, ce sont des sujets qu'on rencontre souvent en médiation. Le sujet de l'infidélité aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'infidélité ? Faut-il être fidèle dans le couple ? Nous, on voit beaucoup de couples qui font le choix de l'infidélité et qui arrivent comme ça à vivre ensemble. Après, nous, on finit par les rencontrer. Alors, on ne connaît pas ceux qui sont infidèles et qui finissent ensemble. Mais en tout cas, il y a des moments comme ça, vraiment de rupture où les gens pourraient plus en amont venir nous voir en disant voilà, on a été confronté à telle difficulté qui fait qu'on se tourne le dos aujourd'hui, qu'on n'arrive plus à se parler, pour éviter que les choses s'accumulent et que le conflit soit extrêmement enquisté quand on les rencontre. Nous, on travaille aussi beaucoup avec les familles au sein des entreprises, les entreprises familiales. En fait, on a des décisions à prendre ensemble et finalement, c'est peut-être moi le dirigeant parce que je suis l'aîné, par exemple, mais potentiellement, ça intéresse aussi ma fratrie avec laquelle je n'ai pas de bonne relation. Donc ça, c'est vraiment toujours les situations qu'on rencontre, c'est je dois faire avec l'autre avec lequel je communique mal. Pauline et Caroline, merci. Merci infiniment pour le métier que vous faites, qui est utile et je suis certaine qu'il fait du bien à notre société, il fait du bien aux gens. Donc merci d'avoir choisi ce métier-là. Merci de vous être formé. Merci de nous le partager avec autant de générosité. C'est extrêmement clair tout ce que vous avez dit. Puis moi, je vous le dis aussi merci personnellement. Ça m'a beaucoup inspirée. J'ai des conflits en ce moment dans ma vie. Et je me disais, tiens, pourquoi est-ce que je ne les dépasse pas ? Et donc ça m'a beaucoup aidée et inspirée. C'est pour ça que j'étais très silencieuse pendant cette interview. Je vous ai écouté. Et ça me fait réfléchir sur les lieux encore dans ma vie où je suis en conflit et ma volonté ou pas de les résoudre. Donc, je ne sais pas si vous qui nous avez écoutés, vous avez un peu le même sentiment que moi, que parfois, on reste en conflit. Et quand est-ce qu'on sent que c'est le moment peut-être d'aller avancer pour plus de joie et de paix dans sa vie ? Et heureusement que vous existez, parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider. C'est ça que moi, je retiens aussi, c'est que face à des conflits et quand ils sont vraiment très profonds, on a l'impression, en tout cas moi, j'ai souvent l'impression jamais on pourrait en sortir. Et là, vous dites, si, on a des outils, on a une façon de faire pour en sortir, il y a des solutions. Et je comprends mieux du coup votre positivisme, votre foi, votre espérance que vous avez, parce que vous voyez qu'on peut sortir de ça. Et si on peut juste se le dire et partager cette bonne nouvelle autour de nous, eh bien, on aura réussi quelque chose de bon aujourd'hui. Donc merci à toutes les deux. Et puis, on va suivre vos activités aussi. Je mettrai les liens sous ce podcast. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.